Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que, oui je sais, vous attendez depuis je crois 3 dimanches. Je suis désolé, j'ai eu des petits soucis de mon côté, au niveau du PC, au niveau du montage, au niveau surtout de la chaleur, parce que ici ça s'est bien rafraîchi, mais, à un moment donné il a fait plus de 30 degrés dans ma chambre ici, parce qu'on est dans une chambre mansarde et il fait très chaud quand il fait chaud, et il fait froid quand il fait froid. Et donc il m'est impossible de rester pratiquement 1 heure à lire ici sans ventilateur. Et si je mets le ventilo, ça va s'entendre et ça va dégrader la qualité du son, donc impossible. Mais ici, donc là je vais reprendre convenablement la lecture. Nous allons commencer le tome 39, Le souffle du vampire. Donc j'espère qu'il est cool, hein, j'espère qu'il tiendra ses promesses. Vous de votre côté, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais bizarrement on dirait que j'ai une petite irritation, là, une petite toux qui va arriver de nulle part, ça va bien m'énerver. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas allumé les bougies, ici ça va être ambiance pluie, hein, comme dans la vraie vie. Hein. On est au début juillet et il pleut. C'est tout à fait normal. Le livre d'avant, c'était les appels, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les appels des monstres là au téléphone, et j'avais un petit peu jugé, et au final c'était cool. Là, on dirait que c'est cool, j'espère que ça va pas faire l'effet inverse, que ça va être nul. On verra bien. Nous allons lire ça de suite. Enfin, je vais lire ça de suite. Vous allez l'écouter de suite. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour le souffle du vampire. Quand un loup-garou se faufile derrière toi à la tombée de la nuit, tu ne l'entends pas arriver. Tu ne t'aperçois de sa présence que lorsque tu sens son haleine brûlante et fétide sur ta nuque. Je me penchai sur Thomas Brown et soufflai doucement dans son cou. Le gamin tressaillit. J'aime bien garder les enfants, et surtout Thomas. On peut l'effrayer si facilement. Le souffle du loup-garou te paralyse, chuchotai-je. Impossible de fuir. Ton corps est figé, tu ne peux plus te débattre. Alors le monstre se prépare à te dévorer. Je soufflai de nouveau dans la nuque de Thomas. Il s'écarta de moi, épouvanté. « Arrête, Freddy, il est terrorisé !» protesta mon amie Clara Simonetti. Elle était confortablement installée dans un fauteuil du salon. Moi, j'étais assis sur le canapé à côté de mon souffre-douleur. Je le serrais de près pour mieux lui murmurer des choses horribles à l'oreille. « Il n'a que 6 ans, me rappela Clara. « Regarde, il tremble comme une feuille. »« Mais non, il adore ça. » Je m'approchai un peu plus. Quand tu es seul dans la nuit et que tu sens le souffle chaud du loup-garou, surtout ne te retourne pas. Ne lui fais pas savoir que tu l'as repéré. Sinon, il attaque. À ce mot, je me ruai sur Thomas pour le chatouiller. Le gamin se mit à crier, pleurer et rire en même temps. Je le chatouillai jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, puis le relâchai. Je suis un excellent babysitter. Je sais toujours à quel moment il faut arrêter les taquineries. Clara bondit de son fauteuil, m'empoigna par les épaules et m'éloigna de Thomas d'un geste brusque. « Il n'a que 6 ans, répéta-t-elle alors avec insistance. Je m'élançai sur mon amie, la faisant tomber par terre. Je criai. « Ouh, le loup-garou attaque !» J'entrepris de la chatouiller à son tour. Grave erreur, elle m'envoya un grand coup de poing dans l'estomac. C'était une sensation atroce. J'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais respirer normalement. Clara adore me faire voir 36 chandelles. C'est même son activité préférée. Elle a un redoutable direct droit. Cette fille est un vrai dur. C'est pour ça qu'elle est ma meilleure amie. Nous avons du caractère tous les deux. Rien ne nous fait peur. D'ailleurs tout le monde vous dira « Freddy Martinez et Clara Simonetti ?» Mieux vaut ne pas s'y frotter. Beaucoup de gens pensent que nous sommes frères et sœurs. Peut-être parce qu'on se ressemble un peu. Nous sommes plutôt grands pour nos 12 ans. Nous avons les mêmes cheveux noirs, et bouclés, et des yeux sombres. Nous sommes amis depuis que je lui ai fichu une sacrée raclée au cours élémentaire. Elle prétend toujours que c'est elle qui m'a battu, mais je ne lui en veux pas. Le petit Thomas habite en face de chez moi. Chaque fois que je le garde, Clara et moi y allons ensemble. Thomas l'aime bien, elle sait le rassurer quand je lui raconte des histoires horribles. « C'est la pleine lune ce soir, » continuai-je en me rapprochant de Thomas. « Est-ce que tu as regardé par la fenêtre? Tu as vu?
Comme la lune est ronde. Thomas secoua la tête. Il passa la main dans cette boucle blonde, une lueur craintive dans le regard. Il attendait et redoutait à la fois la suite de l'histoire. Je me penchai vers lui et baissai le ton. Quand le loup-garou sort les nuits de pleine lune, son visage se couvre de poils noirs. Ses dents poussent et de longs crocs menaçants jaillissent de ses babines. Un épais pelage recouvre son corps et ses ongles deviennent des griffes. Je raclai le torse de Thomas avec mes ongles. Le gamin réprima un frisson. « Freddy, tu le terrorises. Il ne va pas dormir de la nuit, » m'avertit Clara. Ignorant sa remarque, je poursuivis. « Le loup-garou rôde dans la forêt. Il cherche sa proie. Il rôde. Il est affamé. Il cherche. » C'est alors que des pas résonnèrent dans l'entrée. Des pas lourds. Je crus un instant les avoir imaginés, mais Thomas les avait entendus lui aussi. « C'est lui !» chuchotai-je d'une voix inquiète. « Il arrive !» Thomas s'immobilisa. Les pas se rapprochaient. Clara tourna la tête vers la porte. Thomas déglutit avec peine. À présent, tout le monde les avait entendus. Ces pas lourds et pesants. « Le loup-garou !» m'écriai-je. Clara et Thomas poussèrent un hurlement strident. « Du calme !» lança le loup-garou. « Ce n'est que moi !» Bien entendu, ce n'était pas un vrai loup-garou. C'était le père de Thomas. Lui et son fils se ressemblent beaucoup. Même cheveux blonds et mêmes yeux bleus. « Qu'est-ce qui vous fait hurler ainsi ?» demanda-t-il en ôtant son manteau. « On s'amusa à faire peur à Thomas, » répondis-je, ravi. « Encore ?» fit-il en fronçant les sourcils. « Oui, comme à chaque fois. » Je tapotai doucement l'épaule du gamin. « Mais il adore ça, n'est-ce pas, Thomas ?»« Oui, » fit-il d'une petite voix. La mère de Thomas pénétra à son tour dans le salon. « Tu lui as encore raconté des histoires de loup-garou, Freddy ?» demanda-t-elle. « La dernière fois, il a fait des cauchemars toute la nuit. »« Ce n'est pas vrai !» protesta le gamin. Madame Brown secoua la tête et soupira. Son mari nous tendit à chacun un billet de 5 $. « C'est gentil de l'avoir gardé, dit-il. Vous voulez que je vous reconduise ?»« Non, merci, répondis-je. On a juste la rue à traverser. »« Non, mais ils nous prenaient pour des mauviettes ou quoi ?» Clara et moi prîmes congé des Brown. Je n'avais pas très envie de rentrer à la maison. C'est pourquoi je décidai de raccompagner Clara. Elle habite à quelques rues de chez moi. Le disque laiteux de la pleine lune diffusait une lumière blafarde sur les trottoirs déserts. L'astre semblait nous suivre, flottant au ras des maisons. Leurs façades étaient plongées dans la pénombre. Une fois de plus, j'imitais le hurlement du loup-garou. Cela nous amusait toujours de commenter les réactions que Thomas avait eues. Ce que nous ne savions pas alors, c'est qu'à notre tour, nous amuserions quelqu'un peu de temps après. Le lendemain, samedi, Clara vint me rejoindre chez moi en début d'après-midi. Nous nous précipitâmes aussitôt dans ma cave pour disputer une partie de hockey. Mes parents ont totalement vidé la cave de notre maison et l'ont transformée en salle de jeu. Nous avons une table de ping-pong et un jukebox dans lequel ils ont mis leurs vieux disques des années 60. À Noël dernier, j'ai eu un mini-jeu de hockey. C'est un peu comme une table de billard, mais avec un but à chaque extrémité. Le jeu consiste à faire glisser un palet dans le but adverse. Clara et moi adorons ce jeu. Nous faisons des parties inoubliables et passons des heures à frapper de toutes nos forces le palet qui rebondit sur les bords à une vitesse incroyable. Et comme dans les vraies compétitions de hockey sur glace, nos matchs se terminent souvent par de sacrées empoignades. Penchés sous la table, chacun de notre côté, nous commençâmes à nous envoyer le palet, doucement, juste pour nous échauffer. « Où sont tes parents ?» demanda Clara. « Je n'en sais rien, dis-je, en haussant les épaules. »« Comment ça ?» s'étonna-t-elle en fronçant les sourcils. « Ils n'ont pas laissé de mots ?»« Ils sont grands, répliquai-je en plaisantant. Je ne suis pas toujours derrière eux, ils sortent de temps en temps, tu sais. » Sans doute pour souffler un peu, railla-t-elle. En guise de réponse, je décidai de mettre en pratique ce que j'avais appris à mon cours de karaté. Je contournai la table et exécutai quelques mouvements devant Clara. Alors qu'elle tentait une parade, mon pied heurta son poignet. « Aïe !» s'écria-t-elle, surprise.
Profitant de ce qu'elle massait sa main, je l'agrippai par le col et la projetai contre le mur. C'était pour rire, évidemment. Mais hélas, je n'ai pas toujours conscience de ma force. Clara perdit l'équilibre et heurta le vieux vaisselier. Toutes les assiettes s'entrechoquèrent, mais heureusement, aucune d'entre elles ne tomba. Je m'esclaffai, soulagé que mon amie ne se soit pas blessée, puis m'avançai pour l'aider à se relever. Mais elle s'élança vers moi en poussant un rugissement terrible. Je reçus son poing en plein dans l'estomac. Une fois de plus, j'eus le souffle coupé et des étoiles dansèrent devant mes yeux. Profitant de mon état de faiblesse passager, Clara se précipita vers la table et empoigna le palet de hockey. Elle fit semblant de vouloir le lancer dans ma direction. Tant bien que mal, je réussis à le lui arracher des mains. Elle se mit à rire, mais la bagarre n'en était pas moins rude. Nous nous battons tout le temps, surtout quand mes parents sont absents. J'étais hilar moi aussi. Je riais si fort que j'en oubliais de me défendre. C'est alors que Clara prit son élan et fonça sur moi, tête baissée. Cette fois, c'est moi qui perdis l'équilibre. Je percutai le vaisselier, et le meuble se renversa sur le sol dans un grand fracas de vaisselle brisée. Je tombai moi aussi et atterris sur le dos. Je restai un instant immobile, comme une tortue sur sa carapace. Mon dos me faisait atrocement souffrir. « Oh oh !» fit Clara. Elle tendit sa main pour m'aider à me relever. « Désolée, murmura-t-elle, je ne l'ai pas fait exprès. »« Je sais, mais là je vais avoir de gros ennuis. » Nous contemplâmes le désastre. Soudain, je poussai un cri en découvrant, stupéfait, ce que le vieux vaisselier avait dissimulé jusqu'à présent. « Un passage secret !» hurlai-je, oubliant instantanément ma douleur dans le dos. Le vieux meuble avait en effet été placé devant une porte en bois noir. C'était la première fois que je la remarquais. Je me demandais même si mes parents savaient qu'elle existait. D'un revers de manche, j'enlevai la poussière accumulée sur la poignée. « Tu sais ce que tu sais, Freddy ?» Je haussai les épaules. « Ça doit être un placard ou un réduit quelconque. Mes parents n'ont jamais parlé d'une autre pièce donnant sur la cave. » Je frappai à coups de poing sur le battant. « Ohé, il y a quelqu'un ?» Clara gloussa. « Tu serais bien embêté si on te répondait. » Je ris à mon tour. « Pourquoi avoir caché cette porte derrière un vaisselier ?» reprit Clara plus sérieusement. « Ça n'a aucun sens. Il y a peut-être un trésor de pirate, une cache remplie de pièces d'or. » Clara leva les yeux au ciel. « Des pirates au beau milieu de l'Ohio ? Trouve autre chose. » Elle saisit la poignée et chercha à ouvrir le battant. D'autres que nous auraient sûrement hésité, mais pas Clara et moi. Le danger ne nous fait pas peur. Elle tira de toutes ses forces, mais en vain. « C'est fermé à clé ?» demandai-je. « Non, c'est le vaisselier qui bloque. » Je tentai de le pousser, aidé par Clara. Ce n'était pas facile. Le meuble était horriblement lourd. Enfin, nos efforts furent récompensés et nous finîmes par le bouger de quelques centimètres. « Ouf !» souffla Clara en essuyant ses mains sur son jean. « Allons-y maintenant !» dis-je en frissonnant au contact du métal froid de la poignée. Je la tournai. La porte s'ouvrit lentement. Le battant était en bois massif et les gonds rouillés émirent un grincement sinistre qui résonna dans la salle de jeu. Clara se rapprocha de moi et nous passâmes nos têtes dans l'entrebâillement. Je m'attendais à trouver une pièce derrière la porte, un débarras ou une chaufferie. Certaines vieilles demeures, comme celle de ma tante Henriette, ont aussi des réserves à charbon. Mais nous ne découvrirons rien de tel. Malgré l'obscurité, je réalisai qu'il s'agissait d'un tunnel. Un long tunnel sombre. J'effleurai la paroi. Elle était en pierre, humide et froide. « Il faudrait des lampes de poche » murmura Clara. Je caressai de nouveau le mur glacé et me tournai vers elle. « Tu veux qu'on entre ?» Quelle question stupide. Il était évident que nous allions entrer. Quand vous découvrez un tunnel secret dans une cave, que faites-vous? Vous restez sur le seuil à attendre bêtement? Non, vous explorez. Clara me suivit jusqu'à l'établi de mon père. Je me mis à fouiller frénétiquement à la recherche d'une lampe.
Où peut bien conduire ce tunnel? Demanda Clara. Il débouche peut-être dans la maison voisine? Elles sont peut-être reliées? Il n'y a pas de maison de ce côté, lui rappelai-je. C'est un terrain vague. Il doit bien aboutir quelque part. On ne construit pas un tunnel qui ne mène nulle part. Voilà un raisonnement puissant, ironisai-je. Elle me poussa violemment et je lui rendis l'appareil. Je finis par repérer une lampe au fond d'un tiroir rempli de vieux boulons. Clara la saisit, mais je la lui arrachai des mains. « C'est moi qui l'ai trouvée, protestai-je. Quelques secondes plus tard, elle en aperçut une autre sur l'étagère au-dessus de l'établi. Enfin équipés, nous nous précipitâmes jusqu'à la porte que nous avions découverte. Je m'arrêtai à l'entrée du souterrain et on éclairait l'intérieur. Les parois étaient tapissées de mousse et sur le sol en dalles, des flaques scintillaient à la lumière de nos torches. « C'est plutôt humide ici, constatai-je. J'avançai d'un pas dans le tunnel, suivi de près par mon ami. Je frissonnais, surpris par le brusque écart de température. « Brrr, c'est même une vraie glacière, renchérit Clara. Je levai ma lampe. On ne voit pas le bout. Si ça se trouve, le tunnel se poursuit sur des kilomètres. On finira bien par le savoir, répondit Clara. Ohé, il y a quelqu'un, hurlai-je. L'appel se répercuta en un écho fantomatique. Clara me poussa rageusement contre le mur suintant. Arrête, protesta-t-elle. Allons-y maintenant. Je dirigeai le faisceau de ma lampe vers le sol tandis que Clara éclairait droit devant elle. Nous avancions avec prudence, évitant les nombreuses flaques d'eau croupies. La température baissait à mesure que nous progressions. Par moments, nos semelles raclaient le sol inégal. Les bruits résonnaient étrangement sur les parois de pierre. Je me retournai au bout d'une minute. L'entrée donnant dans notre cave n'était plus qu'un petit rectangle de lumière. Bientôt, le tunnel fit un coude et se rétrécit. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur nous. Je réprimais un frisson d'angoisse. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, tentai-je de me rassurer. C'est juste un vieux tunnel vide. C'est quand même bizarre, chuchota Clara. Où peut-il bien mener? Nous devons être sous le terrain vague à présent, mais pourquoi avoir creusé un tunnel à cet endroit? Clara m'agrippa l'épaule. Tu veux faire demi-tour? Bien sûr que non. Et toi? Moi non plus. Je voulais juste savoir si tu voulais abandonner, Freddy. Nous continuâmes à marcher en longeant la courbe que décrivait le tunnel. Des gouttes d'eau qui tombaient du plafond résonnaient dans le silence. Il nous fallut bientôt enjamber une grande flaque qui occupait la largeur du passage. Puis, il y eut un nouveau coup dans le tunnel et nous débouchâmes sur une porte en bois noir, identique à celle de la cave. Je m'y précipitai et cognai contre le battant. Une fois, 2 fois. Aucune réponse. Je m'apprêtais à saisir la poignée quand Clara me retint par le bras. « Et si tes parents sont rentrés, ils vont s'inquiéter s'ils ne te trouvent pas. » Je haussai les épaules. Ils descendront à la cave et verront la porte, puis le tunnel. Ils comprendront qu'on est parti l'explorer et nous rejoindront. Tu as raison. Viens voir ce qu'il y a derrière cette porte-là, dis-je avec empressement. Je tournai la poignée et poussai. Le battant était lourd et les gonds grincèrent, là aussi. C'était sinistre. Le bruit se répercuta comme une plainte lugubre sur les murs du souterrain. « C'est une salle vide, » chuchota Clara, déçue. Nous entrâmes. « Non, » répondis-je doucement en lui indiquant une longue forme noire qui reposait au centre de la pièce. Clara la contempla en silence. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle finalement. « Un cercueil. » Mon pouls s'accéléra. Je n'avais pas vraiment peur, mais mon corps tout entier se mit à frissonner. J'avais très froid. Clara et moi dirigeâmes nos lampes de poche sur le cercueil. Nos mains tremblaient un peu et la lumière dansait sur le bois poli. Les poignées de cuivre fixées sur les côtés reflétaient la lumière. « C'est la première fois que je vois un cercueil, » murmura Clara. « Moi aussi, j'en ai vu à la télé, mais... » « Et s'il y avait un cadavre dedans ?» demanda Clara d'une toute petite voix. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. J'avais la chair de poule. « Tu crois? Mais qui pourrait bien être enterré ici ?»
Je balayai la salle avec le faisceau de ma lampe. Les 4 murs en plâtre gris étaient nus. Pas de fenêtre, pas de placard. La seule issue était la porte qui ouvrait sur le souterrain. Je n'arrivais pas à y croire. Une pièce secrète au bout d'un tunnel et un cercueil au milieu. Je suis sûr que mes parents ignorent tout cela, dis-je. Je pris une grande inspiration et m'approchai du cercueil à pas de loup. « Tu es fou !» cria Clara en se retournant brusquement vers la porte. « Écoute, nous devons en avoir le cœur net, répondis-je. J'essayais de ne pas prêter attention au battement de mon cœur. Regardons ce qu'il y a dedans, insistai-je. Mais tu es complètement dingue, répéta-t-elle. On ne peut pas faire ça. Je fis volte-face et éclairai sa figure. Son menton tremblait et ses yeux étaient rivés sur le cercueil. Tu as peur, c'est ça? Lui demandai-je. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire méchamment. Quand Clara avait peur de quelque chose, il fallait en profiter et le faire remarquer immédiatement. C'était tellement rare. Non, répondit-elle. Seulement je crois qu'on ferait mieux de prévenir tes parents. Pourquoi faire? On n'a pas besoin d'eux pour ouvrir ce vieux cercueil. J'éclairais toujours son visage, son menton trembla de nouveau. Ça ne se fait pas d'ouvrir ce genre de boîte, dit-elle, butée, en croisant les bras sur sa poitrine. Bon, d'accord, si tu ne veux pas m'aider, je le ferai tout seul, dis-je. Je me retournai et passa la main sur le couvercle. Le bois était doux et froid. Non, attends, je n'ai pas peur, mais crois-moi, c'est sûrement de la folie. C'est bien ce que je dis, tu as les chocottes, et pas qu'un peu même. Pas du tout, j'ai vu ton menton trembler, 2 fois. Elle soupira, dégoûtée qu'on puisse la juger si peureuse. Tu vas voir si j'ai la frousse, s'exclama-t-elle brusquement. Tiens-moi la lampe. Elle saisit le couvercle à 2 mains et essaya de le soulever. Ouf, il est lourd, grogna-t-elle. Aide-moi s'il te plaît. Je sentis un frisson me parcourir l'échine, mais je réussis à me ressaisir et poser les 2 lampes le long du mur. Puis j'empoignai, moi aussi, le couvercle à 2 mains. Nous poussâmes de toutes nos forces. Rien ne bougea, pas même d'un tout petit millimètre. Soudain nous entendîmes un craquement. Le couvercle se déplaça. Lentement, très lentement, nous parvînmes à l'ouvrir. Enfin, nous le dégageâmes entièrement. Pris subitement d'épouvante, je fermai les yeux pour les rouvrir aussitôt. C'était moi qui avais insisté pour regarder. Je vis alors que tout était noir. On ne voyait absolument rien. Je préfère ça, pensai-je avec un soupir de soulagement. Clara attrapa les lampes. Elle me tendit la mienne et ensemble nous dirigeâmes les faisceaux à l'intérieur du cercueil. Le velours pourpre qui tapissait le cercueil luisait dans le faisceau de nos torches. « Mais il est vide !» s'exclama Clara. Pas vraiment, bégayai-je. Une tache de couleur se découpait sur le fond. Nous nous approchâmes pour voir ce que c'était. « C'est dingue !» chuchota Clara. « Tu l'as dit, c'est dingue !» Nous nous penchâmes un peu plus. Je m'appuyai sur le bord pour ne pas risquer de tomber. Brusquement, j'eus les mains moites et glacées. Clara passa derrière moi, s'empara du mystérieux objet et l'éclaira. C'était une bouteille ronde, bleu foncé. De taille moyenne, elle tenait parfaitement dans sa main. Le verre était bien lisse et la bouteille soigneusement fermée par un bouchon de verre bleu, lui aussi. « Elle est vide, » dit-elle à voix basse, en la remuant. Une bouteille vide dans un cercueil. C'est quand même bizarre, non? Mais qui peut bien l'avoir déposée ici? Tiens, regarde, il y a une étiquette. Essaye de la lire, suggéra Clara. Quelque chose était effectivement inscrit dessus, mais l'humidité avait dû effacer le texte, car c'était devenu une sorte de gribouillage presque illisible. Je regardai de plus près et parvins à déchiffrer les mots suivants. Souffle du vampire. Hein? Tu es sûr? Insista Clara. Oui, regarde. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est quoi, le souffle d'un vampire? Drôle de truc, je n'ai jamais vu de pub à la télé là-dessus. Ma blague ne fit pas rire Clara. Elle n'esquissa même pas un vague sourire.
Elle tournait la bouteille dans tous les sens, cherchant à trouver des précisions sur le contenu. Mais il n'y avait que ces 3 mots sur l'étiquette, souffle du vampire. Je balayai une nouvelle fois l'intérieur du cercueil avec le faisceau de ma lampe. Quelque chose d'autre y traînait peut-être. Je me hasardai même à passer ma main sur le velours pourpre. Il était doux et soyeux. En relevant les yeux, je remarquai que mon ami, la lampe de poche sous le bras, était en train d'essayer de dévisser le bouchon. « Hé, qu'est-ce que tu fais » m'exclamai-je. « J'essaye d'ouvrir cette satanée bouteille, mais je n'y arrive pas. »« Ne fais pas ça, arrête !» Je vis passer un éclair dans les yeux sombres de Clara. « Tu as peur, Freddy, avoue. »« Oui, enfin, non. » J'en bégayais. « Je pense que tu avais raison tout à l'heure, dis-je. On ferait mieux d'attendre les parents. On ne peut pas continuer comme ça à ouvrir des cercueils, à en sortir des bouteilles et... » Ma voix s'étrangla. Clara continua à tirer sur le bouchon. Ce n'est pas que j'étais terrorisé, mais je voulais qu'on arrête de faire tout et n'importe quoi. Ça pouvait mal tourner. « Donne-la-moi, ordonnai-je en essayant de lui arracher l'objet des mains. « Pas question, s'exclama-t-elle en se retournant brusquement, pour m'empêcher de le lui prendre. La bouteille tomba par terre. Nous la vîmes avec effroi toucher le sol. Elle rebondit, mais ne se cassa pas. Le bouchon de verre sauta. Nous le fixions tous les deux, les yeux grands ouverts, attendant de voir ce qui allait se passer. Un drôle de sifflement se fit entendre. J'essayai de comprendre ce qui se passait. Une colonne de fumée verte sortait du flacon. Elle montait comme un geyser, glacial et humide, et flottait près de mon visage. Je ne pus m'empêcher de gémir quand son odeur désagréable agressa mes narines. Je reculai en titubant. J'étouffais. D'une main, je protégeais ma bouche. De l'autre, je tâchais de disperser cette fumée immonde. « Burke !» cria Clara tout en pressant ses doigts sur son nez. « Ça pue ! Quelle horreur !» Le brouillard nauséabond nous enveloppait à présent. En l'espace de quelques secondes, il avait envahi toute la pièce. « Impossible de respirer !» parvins-je à articuler. Je ne voyais plus rien non plus, car la fumée atténuait la lumière. « Burke !» répéta Clara, « ça sent vraiment trop mauvais !» Les yeux me brûlaient et je commençais à me sentir mal. Ma gorge était serrée, mon estomac de plus en plus noué. Il fallait à tout prix reboucher cette bouteille. Je me mis à genoux si brusquement que ma lampe tomba par terre et s'éteignit. Je tâtais le sol à l'aveuglette en essayant de maîtriser mes hauts le cœur. Tant bien que mal, je parvins à reboucher la bouteille. Je me remis aussitôt debout et la montrai à Clara. Je voulais absolument qu'elle voie que j'avais réussi. Mais elle ne vit rien. Ses 2 mains étaient collées contre son visage. Ses épaules se soulevaient convulsivement. J'avalai ma salive avec difficulté, n'arrivant pas à évacuer le goût infect que j'avais dans la bouche. Le brouillard tourbillonna autour de nous encore quelques secondes, puis il descendit au niveau du sol et se dissipa. « Clara, ça va ?» articulai-je enfin d'une voix étouffée. Elle baissa lentement ses bras et cligna des yeux. « Bof, » murmura-t-elle, « ça pourrait être pire. »« Quelle horreur ce truc ! Pourquoi as-tu voulu m'arracher la bouteille des mains? Tout ça, c'est de ta faute. »« Quoi? De ma faute ?» balbutiai-je. « Tu veux rire ? Si tu ne l'avais pas prise, je ne l'aurais jamais laissé tomber, » continua-t-elle. « Oh, arrête, c'est toi qui voulais qu'on l'ouvre, » hurlai-je. « C'est toi qui as essayé d'enlever le bouchon. » Sans rien dire, elle brossa son polo et son jean, comme pour se débarrasser de toute cette horrible odeur. « Tu sais quoi, Freddy? Fichons le camp d'ici, » déclara-t-elle soudain. « Oui, filons. » Pour une fois, nous étions d'accord. Je la suivis vers la porte. À mi-chemin, je me retournai et jetai un coup d'œil sur le cercueil. Ce que je vis me coupa le souffle. « Clara, regarde !» Quelqu'un était allongé dans le cercueil. Clara se mit à hurler. Elle saisit mon bras et le pressa si fort qu'elle me fit crier moi aussi. Nous nous serrâmes l'un contre l'autre, les yeux fixés sur le cercueil. Plus précisément sur la chose pâle qui était allongée dedans. « Tu n'as pas peur ?» me murmura Clara à l'oreille. « Moi? Peur? Tu es folle ?» Elle voulait me provoquer. Eh bien, j'allais lui montrer que je n'étais pas un froussard.
Je m'emparai de sa lampe et fis un pas en avant, puis un autre. Clara me suivait de près. La lumière tremblotait devant nous. Mon cœur battait à tout rompre, ma bouche était sèche, et j'avais du mal à tenir la torche fermement. Mais il était hors de question que je fasse demi-tour. « C'est un vieil homme !» m'écriai-je. « Comment a-t-il fait pour atterrir ici? Il n'était pas là il y a une seconde. » De nouveau, elle me pressa le bras de toutes ses forces. Moi, j'étais trop excité pour sentir quoi que ce soit. Qui était ce vieillard? « Tu crois qu'il est mort ?» Je ne répondis pas. Je me contentais de m'approcher de l'étrange créature. C'était bien un vieil homme, complètement chauve. Sa peau tendue sur le crâne lui donnait un air terrifiant. Il avait les yeux fermés et ses lèvres, aussi pâles que le reste de son corps, étaient serrées l'une contre l'autre. Ses mains, fines et blanches, ressemblaient à celles d'un squelette. Elles étaient croisées sur sa poitrine. Il portait un vieux costume démodé. Le faux col de sa chemise, à mi-donner, lui couvrait une partie des joues. Il portait des bottines noires vernies avec des boutons à la place des lacets. « Tu crois qu'il est mort ?» répéta Clara. « Je pense que oui, hasardai-je. N'ayant jamais vu de mort auparavant, je ne pouvais en être certain. »« Filons, Freddy !» chuchota-t-elle. Moi aussi j'aurais voulu m'en aller, et le plus vite possible même. Mais quelque chose me retenait. Je ne parvenais pas à détacher les yeux de cette figure pâle, de ce vieil homme gisant, immobile, dans son cercueil pourpre. J'étais comme hypnotisé. Tandis que je l'observais, je le vis soudain ouvrir les yeux. Il cligna plusieurs fois des paupières et s'assit. La bouche grande ouverte, je reculai en titubant. Je serais tombé à la renverse si le mur ne m'avait pas retenu. À cette seconde, la tête du vieillard se tourna dans notre direction. Il porta ses mains décharnées à son visage et se frotta les yeux comme s'il voulait en chasser le sommeil. Il gémissait doucement. Même si son regard s'était posé sur nous, il ne nous semblait pas s'être rendu compte de notre présence. Mon cœur était prêt à exploser. Le sang battait à tout rompre dans mes tempes et je haletais comme si je venais de faire une course d'endurance. Clara balbutiait des « Je... » Elle était aussi figée que moi et tremblait de tous ses membres. « Où suis-je » demanda le vieil homme d'une voix grinçante. Il semblait hébété. « Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici ?» Sa tête chauve et pâle luisait dans la lumière. Il passa sa langue sur ses lèvres blanches. « J'ai soif, dit-il d'une voix rauque. J'ai horriblement soif. » Il essaya de se relever en râlant. Il portait une cape en soie du même pourpre que le velours qui tapissait le cercueil. Il lécha une nouvelle fois ses lèvres. « Si soif, » répéta-t-il. Il se figea soudain, nous ayant enfin aperçus. Il cligna encore des yeux et demanda. « Qui êtes-vous? Dans quelle chambre suis-je » Il ne cessait de grogner et avait l'air de souffrir. Sans attendre de réponse, il passa ses jambes l'une après l'autre par-dessus le bord du cercueil et se laissa glisser sur le sol. Il paraissait léger, comme s'il ne pesait rien. Un frisson glacé me parcourut la nuque. J'étais terrifié. Je voulus reculer un peu plus, mais le mur m'en empêcha. Je cherchais désespérément une issue. La porte semblait se trouver à des kilomètres. Le vieil homme passait sans cesse sa langue sur ses lèvres desséchées. Il fit un pas dans notre direction, lissant sa cape de ses longs doigts cadavériques. « Qui êtes-vous » parvint à demander Clara d'une voix étouffée. « Comment êtes-vous arrivé ici » ajoutai-je, m'enhardissant à mon tour. J'avais enfin retrouvé ma voix. « Que faites-vous là? Et comment vous êtes-vous retrouvé dans ce cercueil » J'avais tant de questions à lui poser. L'homme s'arrêta et gratta son crâne chauve. Il donnait l'impression d'avoir du mal à retrouver ses esprits. « Je suis le comte Nightwing, » répondit-il enfin. Il hocha la tête comme s'il était content d'avoir retrouvé la mémoire. « Oui, je suis le comte Nightwing. » Interloqués, Clara et moi nous mîmes à le bombarder de questions. « Comment êtes-vous arrivé ici? Qu'est-ce que vous nous voulez? Êtes-vous un vampire? Est-ce que... »
L'homme ne nous écoutait plus. Il couvrit ses oreilles de ses mains et ferma les yeux. « Pas trop de bruit, s'il vous plaît. Parlez plus doucement. Je dors depuis si longtemps. »« Êtes-vous un vampire ?» répétai-je à voix basse. « Bien sûr que j'en suis un. Le comte Nightwing est un vampire. » Puis, hochant de nouveau la tête, il ouvrit grand les yeux. « Vampire !» siffla-t-il en levant les bras et en se dirigeant vers nous. « Je suis un vampire et j'ai soif, terriblement soif. Je suis resté endormi pendant si longtemps. Il faut que je boive maintenant. Absolument. » Le comte souleva sa cape, la déployant comme deux ailes derrière son dos, puis il s'éleva dans les airs. « J'ai tellement soif, murmura-t-il une nouvelle fois. Tellement soif. » Ses yeux argentés fixaient Clara comme s'il voulait l'hypnotiser pour l'empêcher de s'enfuir. Je l'avoue, de toute ma vie je n'ai jamais eu aussi peur. Nous ne sommes pas peureux, Clara et moi. Nous avons vu des centaines de films d'horreur à la télévision. Ils nous ont plutôt fait rire qu'autre chose. Ces bons hommes qui volent dans les airs en découvrant leurs canines et s'abreuvent de sang humain nous paraissaient ridicules. Seulement aujourd'hui, nous n'étions pas au cinéma. Nous étions dans le sous-sol de ma maison. Il était réellement là, ce type qui prétendait s'appeler le comte Nightwing. Nous l'avions vu se relever de son cercueil. Et maintenant il flottait en travers de la pièce, les bras écartés, en se dirigeant vers nous. Il disait qu'il avait soif, horriblement soif, et ses yeux froids et effrayants fixaient la gorge de Clara. « Il faut absolument fuir !» hurlai-je en saisissant mon amie par l'épaule. « Dépêchons-nous, filons d'ici !» Elle ne bougea pas d'un pouce. « Vite, Clara !» criai-je en la poussant. Mais mon amie avait les yeux rivés sur la pâle figure du vampire. J'essayai de la tirer à moi de toutes mes forces. En vain. Elle restait là, les pieds comme enracinés dans la terre, telle une statue de marbre. « Il faut que je boive immédiatement !» croissa le vieil homme. « Clara, réagis !» Tant bien que mal, je parvins à la tirer jusqu'à la porte. Soudain, comme si elle se réveillait, elle cligna des yeux et secoua la tête. Elle poussa un cri de terreur, réussit à se dégager de mon étreinte et se mit à courir. Nous sortîmes de la pièce et nous engageâmes dans le tunnel. Nos pas résonnaient bruyamment sur le sol en pierre. J'avais les jambes au coton et je me sentais faible. Clara courait derrière moi, les bras tendus. Elle excelle en course à pied. Ses longues foulées l'éloignaient de plus en plus de l'horrible créature. Je jetai un coup d'œil en arrière. Le vampire nous suivait-il ? Oh que oui, il était tout près, flottant juste au-dessous du plafond. Sa cape ondoyait comme une traîne. « Attends-moi, Clara, je t'en supplie !» J'étais complètement essoufflé. Soudain, un rectangle de lumière jaune se dessina devant nous. « La porte ! Enfin la porte de ma cave ! Encore un effort, m'encourageai-je. Un tout petit effort et nous y sommes. Le comte de Nightwing restera coincé dans le tunnel. Quand nous arriverons là-bas, nous saurons en lieu sûr. Papa et maman doivent être rentrés, pourvu qu'ils soient là. » Toutes ces pensées se bousculaient dans mon esprit. Devant nous, le rectangle de lumière provenant du sous-sol de ma maison s'agrandissait. Clara courait très vite, mais je l'avais presque rattrapée maintenant. Je n'osais plus me retourner, mais j'entendais battre la cape du vampire derrière moi. Clara était presque arrivée. « Vas-y, Clara, vas-y, tu vas gagner !» Ma poitrine me faisait mal. Je fis cependant un dernier effort pour accélérer le pas dans l'espoir de la rejoindre. C'est alors que la raie de lumière rétrécit. Non! La porte se refermait. Nous hurlâmes tous les deux. La porte claqua dans un bruit sec. Clara n'eut pas le temps de s'arrêter. Elle la heurta de plein fouet, puis rebondit comme une balle. Je dus la rattraper par les épaules pour lui éviter de tomber. « Ça va ?» lui demandai-je. Elle ne répondit même pas. Elle avait les yeux fixés sur le bouton de la porte. « Freddy !» murmura-t-elle. « Regarde !» Je poussai un cri d'horreur. Il n'y avait plus de poignée. Appuyant mon épaule contre le battant, je pesais de toutes mes forces, encore et encore. Rien ne se passa. Je parvins seulement à me faire mal. La porte, elle, ne bougea pas d'un pouce. «
À l'aide, au secours, on doit sortir d'ici, paniquai-je. Il était trop tard. Le comte Nightwing atterrit silencieusement à côté de nous. Sa cape retombant lentement autour de lui, il arborait un léger sourire et passa sa langue sur ses lèvres. « Poussons-le et retournons dans le tunnel, » murmura Clara à mon oreille. « Il ne doit pas être bien fort. Si on continue à courir, il va bien finir par se fatiguer. » Au même moment, le vampire étendit sa cape, nous barrant le passage. « Avais-tu lu dans nos pensées ?» Il s'approcha de mon ami. « Soif, j'ai tellement soif, » murmura-t-il en se penchant vers la gorge de Clara.